Aujourd'hui, on va inverser l'entropie. Enfin, on va essayer. On va parler du démon de Maxwell, une célèbre expérience de pensée ayant donné du fil à retordre à la physique théorique pendant presque un siècle. Le principe d'une expérience de pensée consiste à imaginer une situation qui met en lumière les faiblesses d'une théorie, soit en exhibant un cas qu'elle ne semble pas savoir traiter, soit en exhibant des situations pour lesquelles les prédictions théoriques semblent contradictoires. L'expérience de pensée du démon de Maxwell concerne la notion d'entropie et la thermodynamique. On a déjà parlé de la notion d'entropie dans des vidéos précédentes, mais autant commencer ici par un petit rappel et en profiter pour aborder cette notion sous un angle différent au travers d'une question. Imaginons une enceinte fermée, seule dans l'espace pour ne pas avoir à prendre en compte la gravité. Dans une zone centrale de celle-ci, on dispose des billes dont on choisit aléatoirement la position et le vecteur vitesse. Ceci formera notre position initiale. Maintenant, lançons la simulation. On va regarder le film de cette simulation de deux manières. La première manière consiste à se focaliser sur un faible nombre de billes sur une petite fenêtre d'espace et de temps. On a ici 3 caméras qui vont respectivement filmer les zones indiquées. On remarque une chose à propos de ces films locaux. Si on ne voit que, ainsi que des copies jouées à l'envers, il est impossible de déterminer lesquels sont les originaux et lesquels sont joués à l'envers. Autrement dit, on constate que localement, en nombre, en espace et en durée, la dynamique des lois physiques est temporellement symétrique. Maintenant, regardons l'ensemble globalement. Ça nous donne ce film. Ici, on remarque qu'il n'y a plus de symétrie par rapport au temps. Entre le film joué à l'endroit et le film joué à l'envers, il est très facile de faire la différence. Et ici, je vous invite à prendre le temps de bien saisir à quel point ceci est étonnant. Pour obtenir la dynamique macroscopique au niveau de l'ensemble, on n'ajoute aucune loi particulière. Ce qui se passe au niveau de cet ensemble est entièrement déterminé par les lois physiques qui dictent les comportements locaux. Pourtant, ces lois physiques dictent ici des comportements qui sont localement temps symétriques, alors que globalement on observe une asymétrie temporelle des comportements. D'où peut bien venir cette asymétrie ? L'entropie, c'est précisément ce qui répond à cette question. Comme cette asymétrie n'est pas une loi qui s'ajoute aux autres lois de l'univers, mais une loi qui en découle, on sent bien qu'un mécanisme d'émergence est ici fondamental. Le concept d'entropie regroupe à la fois une grandeur physique, une loi et un mécanisme. Une grandeur, car ce qu'on cherche, c'est une quantité qu'on peut définir pour les systèmes macroscopiques et qui ne prend de sens que pour eux. Une loi, car ce qu'on veut, c'est que l'augmentation de cette quantité soit corrélée à la direction spontanée des transformations macroscopiques. Lorsque l'évolution d'un système est temporellement asymétrique et que spontanément seule la transformation dans le sens 1 vers 2 se produit, on veut que l'entropie de ce système dans l'état 1 soit plus faible que son entropie dans l'état 2. C'est le second principe de la thermodynamique, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter, sauf qu'ici on aborde le problème dans le sens où on cherche à définir la grandeur entropie pour que ce soit le cas. Et enfin, c'est un mécanisme, car le plus important c'est de réussir à construire une quantité avec les propriétés qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire une quantité qu'on puisse définir pour les systèmes macroscopiques et dont l'augmentation traduit bien le sens de l'écoulement du temps. C'est Boltzmann qui sera le premier à définir de manière satisfaisante cette quantité au travers des notions clés de macroétat et de microétat. Comme exemple de système physique, considérons un nuage de gaz. L'état de celui-ci peut être défini soit à l'échelle macroscopique, via des grandeurs du monde macroscopique comme la température, la pression, le volume, soit à l'échelle microscopique en décrivant position, vitesse et orientation de chacune des molécules qui le composent. Lorsqu'on se place au niveau macroscopique, on parle donc naturellement de macroétat et au niveau microscopique de microétat. Un concept clé ici est que pour un macroétat connu, il y a de très nombreux microétats possibles. Dans le monde réel, l'espace des microétats est continu, mais dans l'approximation de Boltzmann, on considère un espace discret.
Par exemple, si on ne réfléchit qu'avec la position de chaque molécule, on peut découper l'espace en pixels et décrire la position de chaque molécule par le pixel dans lequel elle se trouve. L'intérêt de cette discrétisation, c'est de pouvoir compter le nombre de microétats possibles qui correspondent à notre macroétat donné. Dans la vue de Boltzmann, l'entropie d'un macroétat est simplement une mesure du nombre de ces microétats possibles. La formule de Boltzmann ne consiste pas à dire que l'entropie d'un système macroscopique est juste son nombre de microétats. Elle est un peu plus complexe, mais elle s'explique en fait très simplement. Ce qu'on veut, c'est une grandeur extensive. C'est-à-dire que si on a un système composé de deux parties, on veut que l'entropie de l'ensemble soit la somme de l'entropie des parties. Seulement, si on se contentait de définir l'entropie comme le nombre de microétats, alors avec n microétats possibles dans la première partie, m dans la seconde, le nombre de microétats possibles de l'ensemble serait n croix m. On aurait un produit et non une somme. C'est ici qu'intervient la magie des maths et la fonction logarithme. Cette fonction a une propriété intéressante. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes de chaque terme. Ainsi, si vous définissez l'entropie d'un système comme le logarithme du nombre de microétats possibles, vous retrouvez bien que l'entropie de ce système est la somme de l'entropie de chacune de ses parties. Quant à la constante qui se trouve devant la formule, il ne s'agit que d'un terme d'harmonisation. Ce qu'on veut, c'est faire de la physique, et ça implique faire interagir notre entropie avec d'autres grandeurs existantes, comme l'énergie, et comme ces grandeurs ont chacune des unités arbitraires, des constantes sont nécessaires pour les lier les unes aux autres. À ce stade, on sait que, selon Boltzmann, l'entropie d'un système macroscopique est, à un choix d'unité près, le logarithme du nombre de microétats possibles de notre système. Mais ça ne nous dit pas pourquoi ça marche, pourquoi cette grandeur exhibe bien la propriété recherchée, c'est-à-dire traduire, via son augmentation, le sens naturel d'évolution des systèmes physiques. Pour comprendre cela, on va commencer par parler de réversibilité. Petite parenthèse ici, car je vais utiliser les mots réversible et irréversible dans un sens différent du sens thermodynamique. Usuellement, en thermodynamique, lorsqu'on parle de réversibilité ou d'irréversibilité, c'est pour caractériser des transformations macroscopiques. Lorsqu'on peut reconnaître le film joué à l'endroit du film joué à l'envers, on parle de transformation irréversible. Et naturellement, lorsqu'on ne peut pas l'identifier, on parle de transformation réversible. On cherche ainsi à souligner l'existence ou non d'un sens spontané de la transformation considérée. Dans cette vidéo, on va utiliser les termes réversible et irréversible dans un sens plus fondamental, pour caractériser les transitions entre microétats. On dira que ces transitions sont réversibles lorsque la connaissance du microétat présent permet de déterminer de manière unique le passé, qu'à chaque état du monde correspond un unique état antécédent compatible. Autrement dit ici, une transition sera dite réversible lorsqu'elle n'efface pas l'information, qu'elle ne rend pas compatible avec le présent plusieurs passés possibles. Je vous invite au passage à remarquer l'aspect dual entre réversibilité et déterminisme. Le déterminisme, c'est avoir un seul futur depuis l'état présent. La réversibilité, c'est avoir un seul passé depuis l'état présent. À une inversion près de l'écoulement du temps, réversibilité devient déterminisme et réciproquement. Si je vous parle de réversibilité fondamentale, c'est parce que faire l'hypothèse de cette propriété va nous permettre de voir en quoi l'entropie de Boltzmann répond à notre problématique initiale. Considérons un système dans un état macroscopique avec un certain nombre d'états microscopiques possibles. Imaginons attendre quelques secondes et se retrouver dans un état macroscopique avec moins d'états microscopiques possibles. Une transformation hypothétique qui réduirait donc l'entropie de Boltzmann de notre système. Connaître l'état microscopique, c'est connaître tout ce qu'il est possible de connaître sur notre système, et donc, si les lois sont réversibles, à un état microscopique final correspond au maximum un état microscopique initial. Mais ici, on se rend compte du problème. Très peu de nos états microscopiques initiaux auront la chance d'être des précurseurs de nos états microscopiques finaux, car il y a, par hypothèse ici, beaucoup moins de ces derniers. Dans cette illustration, on peut avoir l'illusion que cette proportion est significative, mais si on fait le calcul, on se rend compte du gouffre. Pour placer 20 molécules dans notre volume initial 8 par 8, on a 2 puissance 16 microétats possibles. Pour l'état final, le même calcul donne 7 10 puissance 9 configurations, c'est-à-dire des millions de fois moins.
Ainsi, déjà dans un si petit exemple, moins d'un millionième des micro-états de notre macro-état initial ne serait-ce que peut mathématiquement être un antécédent de notre état final. Imaginez ce que ça donne lorsqu'on considère des systèmes physiques réalistes. Un seul litre d'air ferait passer notre petit 20 molécules à des milliards de milliards. Ce qu'on démontre ici, c'est que l'écrasante majorité des états macroscopiques, avec un large nombre d'états microscopiques, c'est-à-dire une forte entropie de Boltzmann, ne peut mathématiquement pas, dans un univers aux lois réversibles, donner des états macroscopiques avec moins d'états microscopiques. On n'a simplement pas suffisamment d'états possibles dans des états finaux de ce genre pour garantir que deux passés différents ne donnent pas le même présent. Ainsi, à l'exception d'états particuliers, aux proportions infinitésimales dans la masse, l'entropie de Boltzmann ne peut qu'augmenter et correspond donc bien à cette quantité émergente qu'on cherchait pour décrire l'orientation spontanée des phénomènes macroscopiques. On comprend aussi que l'entropie est un mécanisme plus général qu'une loi du monde physique. On peut imaginer beaucoup d'univers aux lois différentes d'une autre et dans lesquels le même principe opère. C'est par exemple le cas de beaucoup d'automates cellulaires, notamment les automates cellulaires réversibles dont on avait parlé dans une autre vidéo. Là aussi, on peut voir à l'œuvre l'émergence de la flèche du temps et une évolution spontanée des structures faciles à distinguer d'une évolution jouée à l'envers. Sans l'hypothèse de réversibilité des lois fondamentales, on peut, dans certains cas, également observer l'émergence d'une flèche du temps. Si vous considérez la marche aléatoire de pixels, l'état du monde à un instant donné ne permet pas de déduire son passé. Et pourtant, on observe encore un mécanisme de diffusion, donc une flèche du temps, et donc il est possible de parler d'entropie. On doit simplement transformer notre argument strict de bijection entre micro-états en une version statistique de celui-ci, où le nombre de micro-états possibles d'un système a infiniment plus de chances d'augmenter que de réduire. Mais perdre la réversibilité peut également faire disparaître le phénomène. Si dans notre situation initiale à base de billes, on ajoute une loi fondamentale qui les rend immobiles dès qu'elles touchent une certaine limite, on aboutit donc à un état final macroscopique avec moins d'états microscopiques qu'au départ. Ce mécanisme de flèche du temps n'opère plus de manière aussi stricte. En résumé, on voit que la réversibilité des lois d'un univers joue un rôle fondamental dans ces mécanismes. Elle rend inévitable l'émergence d'une flèche du temps. Lorsque les lois microscopiques sont réversibles, les phénomènes macroscopiques seront inévitablement temporellement asymétriques et un des sens d'évolution sera prépondérant. Nous sommes maintenant très bien armés pour enfin aborder cette expérience de pensée du démon de Maxwell qui, comme on va le voir, semble pouvoir résister à cette inexorable flèche du temps. Considérons un contenant séparé en deux compartiments. Dans chaque compartiment, on trouve des molécules pour le moment réparties de manière homogène. Les bleus symbolisent les molécules lentes, les rouges symbolisent les molécules rapides. Bien sûr, dans un cas physique réel, ces molécules s'entrechoqueraient, mais ici on va garder nos deux types et nos deux couleurs pour simplifier et illustrer ainsi une température homogène. La cloison entre les deux compartiments est munie d'une porte microscopique de taille idéale pour laisser passer, si on veut, une molécule d'un compartiment vers l'autre. Une sorte de dispositif ou d'observateur, le fameux démon de Maxwell, regarde chaque molécule et décide d'ouvrir ou de fermer la porte. S'il voit qu'une molécule rapide vient de gauche, il la laisse passer vers la droite. S'il voit qu'une molécule lente vient de droite, il la laisse passer vers la gauche. Ainsi, au fur et à mesure du travail de notre démon, le dispositif va passer d'un état initial ayant une température homogène à un état final où le compartiment de gauche sera froid et celui de droite sera chaud. De prime abord, notre démon semble donc aller ici à l'encontre de l'évolution spontanée d'un système isolé. Il semble pouvoir réduire l'entropie de ce système sans augmenter l'entropie de quoi que ce soit d'autre. L'objectif de cette expérience de pensée, c'est de déterminer les limites du mécanisme d'entropie qu'on a précédemment décrit. Que va-t-il se passer concrètement si on tente, depuis l'intérieur de l'univers qui nous contient, de concevoir un tel dispositif physique allant, au moins en apparence, à l'encontre de ce fameux second principe? Et on peut considérer deux points de vue possibles.
Dans le premier, l'entropie est essentiellement statistique. Le mécanisme a besoin de hasard ou à défaut de chaos pour faire émerger cette flèche du temps. On considère ici avoir affaire à une sorte de comportement en moyenne, mais que si on pouvait agir finement sur le monde, on pourrait s'en extraire et violer le second principe de la thermodynamique. Comme analogie de ce point de vue, on peut prendre une planche de Galton. Si on la prend suffisamment grande, l'écrasante majorité des billes finira au centre en bas, et aux extrêmes les probabilités seront infinitésimales. On a ici un exemple d'événement qui n'arrive en pratique jamais, mais si on pouvait contrôler finement le rebond d'une bille sur chaque clou, on pourrait s'extraire de cette fatalité statistique et faire arriver une bille où on le désire, extrême inclus. L'autre point de vue considère le second principe comme une contrainte forte de laquelle il sera impossible de s'extraire, et donc de conclure que dans l'expérience de pensée du démon de Maxwell, quelque chose a été omis et que ce détail va nous empêcher d'atteindre la conclusion prétendue. Comme analogie de ce point de vue, on peut citer les vaines tentatives de construction de machines dites surunitaires, produisant soi-disant plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Quelle que soit leur ingéniosité apparente, c'est une limitation théorique qui dévoile tôt ou tard une omission dans le bilan énergétique qui invalide nos conclusions. Prenez le temps de réfléchir vous-même à la question. Si on se place dans le monde réel, avec ses lois physiques, vous préférez l'interprétation statistique qui voit l'entropie comme une contrainte faible, pratique, technique et reconnaît un réel pouvoir au démon, ou l'interprétation qui considère le second principe comme inviolable et cherche ce qui va inévitablement nous rattraper. Un bon point de départ, c'est de s'interroger sur la réversibilité des lois physiques de notre univers, qui, comme on l'a vu, est une notion fondamentale de la problématique. À l'échelle macroscopique, la physique classique est parfaitement réversible. Si vous connaissez position et vitesse des éléments à un instant t, inverser les vecteurs vitesse permet de déduire l'unique passé possible. À l'échelle microscopique, la physique quantique est, au risque de vous surprendre, également parfaitement déterministe et réversible. Connaître la fonction d'onde d'un système à un instant t permet de déduire son unique passé possible. Le fameux indéterminisme quantique ne se matérialise que lorsqu'on fait interagir ces deux physiques, via la notion de mesure. Mais l'interprétation du mécanisme de mesure est encore très incertaine et dépasse le cadre de cette vidéo. On va donc pour le moment considérer que les lois de l'univers dans lequel on se trouve sont réversibles et reprendre l'argument qui utilise ce fait dans le cas particulier du démon de Maxwell. Avant toute chose, on doit passer d'une vision où le démon est considéré comme extérieur et omniscient à une vision où on le considère comme un système physique qui doit intervenir dans le bilan énergétique et anthropique. De la même manière, l'acquisition d'informations sur la vitesse des particules n'est plus vue comme une opération passive mais comme une opération physique qui demande interaction entre molécules et démons et qui donc change potentiellement l'état interne de celui-ci. En résumé, un démon de Maxwell est donc une machine à traiter l'information bien physique et dotée d'un état interne complexe évoluant au fil du temps. Une fois cette réalité expérimentale rétablie, on peut facilement appliquer notre argument précédent utilisant l'hypothèse de réversibilité pour relier états microscopiques finaux et états microscopiques initiaux. Dans le cas particulier du démon de Maxwell, on peut commencer à deviner que ceci va impliquer une augmentation du nombre d'états microscopiques possibles dans le démon lui-même, venant compenser la diminution dans le contenant. Une manière alternative d'appliquer notre argument est de réfléchir en termes d'information. Car on peut voir l'entropie d'un système comme la quantité d'informations qu'on ignore à notre échelle macroscopique pour le décrire intégralement. Et on peut faire un parallèle avec la notion d'entropie dans la théorie de l'information de Shannon. Je vous renvoie à l'épisode dédié sur la chaîne pour creuser le sujet. Sans rentrer dans les détails, on peut remarquer que la formule de l'entropie de Boltzmann est homogène à la formule de l'entropie de Shannon dans le cas particulier où tous les micro-états sont considérés équiprobables. On interprète donc ici l'entropie physique comme une mesure de l'ignorance, une mesure de la quantité d'informations inconnues à notre échelle sur l'état précis d'un système. Le second principe de la thermodynamique ne dit pas que l'entropie d'un système ne peut pas réduire. Ceci est très courant. L'entropie de l'intérieur d'un réfrigérateur réduit bien lorsqu'on le met en marche. C'est l'entropie d'un système isolé qui ne peut pas réduire.
Ce second principe dit que s'il y a réduction d'entropie à l'intérieur de notre réfrigérateur, alors on doit avoir une augmentation égale ou supérieure de l'entropie ailleurs. Il nous dit que l'entropie se crée, s'échange, mais ne se détruit pas. Avec notre interprétation en termes d'information, on comprend bien pourquoi. Avant refroidissement, on a besoin d'une certaine quantité d'informations pour décrire sans ambiguïté l'état microscopique de notre réfrigérateur. Après refroidissement, cette quantité d'informations a diminué. Il y a moins de micro-états possibles, donc moins d'informations est nécessaire pour préciser dans lequel on se trouve. D'autre part, s'il y a réversibilité fondamentale, la connaissance parfaite de l'état final doit nous permettre de déduire l'état initial sans ambiguïté. L'information qui nous manque doit donc être encodée dans l'environnement via une variation égale ou supérieure venant compenser celle du réfrigérateur. Et dans le cas de notre démon, c'est en fait le même bilan. Dans l'état initial du dispositif, il faut une certaine quantité d'informations pour décrire l'état microscopique de nos particules, de notre démon et du reste du monde. À l'issue de la procédure, les molécules de gaz sont dans un état macroscopique avec moins d'états microscopiques possibles, et donc la connaissance de ce micro-état final nous demande et nous donne moins d'informations. Pour garantir la réversibilité fondamentale de l'ensemble, et pour pouvoir donc déduire sans ambiguïté l'état microscopique initial depuis l'état final, il faut que l'information manquante soit présente ailleurs, dans l'état interne du démon ou dans l'environnement avec lequel il a interagi pendant la procédure. Souvenez-vous qu'un démon de Maxwell est une machine bien physique dotée d'un état interne complexe, évoluant en permanence pour mener à bien sa tâche de calcul et de contrôle. En résumé, étant donné l'hypothèse de réversibilité fondamentale, un démon de Maxwell ne viole pas le second principe. C'est sa propre entropie ou celle de l'environnement avec lequel il a interagi qui augmente pour venir compenser la perte d'entropie qu'il engendre dans la boîte. Au cours du XXe siècle, une révolution conceptuelle a ainsi peu à peu intégré la formation et son traitement au sein de processus physiques. On peut notamment citer les travaux de Rolf Landauer. Avec des arguments similaires à ceux qu'on a vus ensemble, il a compris que n'importe quelle machine qui traite l'information aura besoin tôt ou tard d'effectuer des opérations logiques irréversibles si elle ne veut pas infiniment grossir. Par exemple, lorsque deux chemins logiques se retrouvent, comme dans une porte logique ou lorsqu'on remplace un bit par un autre sur un disque dur, on a affaire à des opérations logiquement irréversibles. Dans le premier cas, si vous connaissez la sortie, vous ne pouvez pas déterminer les entrées. Dans le second, si vous connaissez l'état final, vous ne pouvez pas déterminer l'état initial. Pour que ceci soit compatible avec la réversibilité physique qui s'impose à nous, une interaction avec l'environnement est donc inévitable pour communiquer l'information perdue. On peut ainsi relier perte d'information ou irréversibilité logique à un coût énergétique minimal, la limite de Landauer. Elle est de l'ordre de 3 trillionièmes de watts pour une machine réécrivant son information interne à la vitesse de 1 gigabit par seconde, ce qui reste des millions de fois plus efficace que nos ordinateurs modernes. Il est possible de continuer la recherche d'un démon de Maxwell idéal qui réduirait donc l'entropie d'un système isolé en élargissant cette recherche à des univers abstraits comme les automates cellulaires. Comme on a vu, certains de ces univers engendrent également l'émergence d'une flèche du temps. Lorsqu'ils exhibent la propriété de réversibilité fondamentale, ceci est inévitable et construire un démon de Maxwell est impossible. Mais on peut se poser la question pour les autres, pour ceux dans lesquels l'émergence de la flèche du temps est un processus statistique plus faible. Pour ces univers, rien ne semble interdire l'existence d'un démon de Maxwell idéal. On pourrait ainsi contempler des structures macroscopiques fascinantes capables de s'extraire d'une fatalité statistique à laquelle toutes les autres structures sont soumises. On peut également revenir à la question de l'impact de la mesure quantique sur la réversibilité fondamentale dans notre monde physique. Ce qui m'a amené à me poser une question qui semble encore ouverte: peut-on utiliser un tel mécanisme pour construire un démon de Maxwell idéal ? J'espère que cet épisode vous aura plu et surtout vous aura fait réfléchir. Je vous invite à consulter les fiches pour découvrir les autres épisodes parlant de la notion d'entropie. L'ancienne vidéo du même nom, la vidéo sur les automates cellulaires réversibles et même la fin de la vidéo sur les nanomachines biologiques qui rappelle que la création de structures ne va pas à l'encontre du second principe de la thermodynamique. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee et surtout, selon ma formule consacrée,
en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.